S'il est bien un sujet qui fait actuellement débat, c'est celui du rôle de l'État. Je vous lis quelques lignes. S'il est à rechercher une cause efficiente, elle l'est sans doute dans les pays qui ont su développer, comme le souhaitait Keynes, un capitalisme sagement géré, sous l'empire d'un État développeur, celui des Trente Glorieuses, celui des sociétés qui ont su maintenir une vie civique et politique active, le vivere politico de Machiavel, animé par le sens du bien commun, où la masse des petits peut faire contrepoids à la folie des grandeurs et à la rapacité des puissants, où la vie civique contrecarre la corruption naturelle des institutions, où les leçons de l'histoire sont enseignées et retenues pour contrer l'hubris des folies du moment. Claude Rocher, bonjour. Bonjour. Magnifique ce paragraphe. Je suis ravi de vous recevoir. Merci de m'accueillir. Vous êtes l'auteur dans l'Encyclopédie de la stratégie d'une entrée intitulée L'État stratège. Vous nous proposez une lecture historique et assez décapante pour repenser le rôle de l'État. Concrètement, que nous apprend l'histoire quand on veut traiter de cette question du rôle de l'État dans la stratégie, le développement ? L'histoire nous apprend beaucoup quand on regarde comment les politiques, jusqu'à une époque récente, jusqu'au XIXe siècle, quand les politiques faisaient l'histoire, la politique, c'est en étudiant l'histoire. Ils s'inspiraient toujours de l'histoire, parce que lorsque l'on regarde l'histoire de l'humanité, en 2500, en 3000 ans, toutes les questions qui se posent à nous ont déjà été posées d'une manière ou d'une autre. Donc on va y trouver les réponses. Donc, j'y ai trouvé trois éléments récurrents que je vais passer en revue. D'abord, une vision politique de la société, le fait qu'il y ait des bonnes et des mauvaises activités économiques, que toutes les activités économiques ne se valent pas, que la puissance et la richesse sont intimement liées, que l'administration, la réforme de l'administration doit être liée à l'évolution de la stratégie de l'État et que la promotion de l'entreprise et le combat contre les rentiers ont été une constante de tous les États développeurs. Et enfin, un point qui est d'une actualité criante, c'est tenir la finance à bride serrée. C'est-à-dire la finance à bride serrée. C'est très intéressant. Dans cette entrée, vous nous dites, attention, la puissance de l'Occident, c'était quand même pas quelque chose d'acquis. Ah, c'était pas acquis. Regardez le monde comment on le voit les Chinois. Au XVIe siècle, c'est quoi l'Europe? C'est un continent où on s'étripe, où il y a des guerres de religion. C'est un continent pauvre, peu peuplé, à part la France. L'Angleterre, 5 millions d'habitants. Alors que la Chine est le pays le plus puissant du monde, qui a tout inventé. Toutes les techniques ont été inventées de Chine. Et aujourd'hui, les Chinois, quand ils regardent l'histoire, parce qu'eux regardent l'histoire, ils disent voilà, en 3 siècles, la Chine est devenue pauvre. 1949, la Chine, 1% du PIB mondial. Et l'Occident est devenu très riche alors que ces gens n'avaient rien. Et ils l'ont fait grâce à leur intelligence. C'est l'intelligence et c'est l'intelligence stratégique qui a prévalu. Et cette première source d'intelligence, c'est d'avoir su capter les véritables sources de la richesse. Donc je les ai citées. C'est premièrement une vision politique de la société. Qu'une société, c'est pas un agglomérat d'individus, c'est pas une somme d'intérêts individuels, c'est la naissance de l'Occident, c'est d'abord la philosophie politique de la Renaissance, l'héritage de saint Thomas d'Aquin, de Machiavel, de toute cette tradition républicaine, disons respublicaine, c'est-à-dire qui est fondée autour de l'idée du bien commun, qu'il existe un bien commun qui est supérieur à la somme des biens individuels et qui fait la solidité de la société politique. Ça fait partie des caractéristiques que vous voyez dans le rôle d'un État stratège. Toutes ces sociétés se sont posées cette question parce que justement le fait qu'il y ait un bien commun, c'est ce qui permet la synergie entre les activités économiques. Si vous êtes dans des sociétés qui sont purement extractives, qui vont vivre de leur rente, ce qui est arrivé à la première mondialisation a été espagnole et portugaise. Les Espagnols et les Portugais n'ont pas compris quelles étaient les sources de la richesse alors qu'ils avaient accès au capital qui était l'or et l'argent qui venaient du Mexique, du Brésil et de Potosi. Et ils n'ont pas su transformer cela en richesse, et la richesse, elle s'est formée chez les industriels en Europe du Nord, ceux qui avaient compris que la richesse, c'était industriel. Donc ça, c'est les bonnes activités. Il y a des bonnes activités, celles qui transforment, celles qui sont industrielles, et les mauvaises activités, celles qui vivent de la rente du sol.
Et croire que la richesse est possédée de l'argent, eh bien, c'était une très grande erreur. Et l'Espagne a disparu après la défaite de l'invincible Armada en 1588 face à l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui va prendre le leadership de la future mondialisation. Alors d'abord les Hollandais, mais les Hollandais, eux, ils ont commis la faute de ne pas assez s'attacher à la puissance militaire. Alors, il faut dire que leur territoire s'y prêtait moins que l'Angleterre. Défendre les Pays-Bas, ce n'est pas si facile, donc il y avait un coût de la défense des frontières qui était très élevé, que saura très très bien gérer l'Angleterre, qui va établir une puissance mondiale en éliminant tous ses rivaux de manière militaire. Ils vont éliminer les Portugais, ils vont éliminer les Hollandais, 4 guerres anglo-hollandaises au XVIIe siècle, et affirmer par le protectionnisme la primauté du commerce anglais. 1651, le protectionnisme absolu. Les bateaux qui ne transportent pas des marchandises anglaises ne peuvent pas entrer dans les ports anglais. Alors, on voit qu'il y a ce regard historique permet de tirer des leçons. On est, vous l'évoquez dans cette entrée, on est dans une nouvelle révolution. Alors, on est dans une révolution industrielle. Hein. On passe de la seconde révolution industrielle basée sur la production de masse à une révolution basée sur les technologies de l'information, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. Donc, il y a ce qu'on appelle un changement de paradigme, donc une transformation des institutions. Toutes les sociétés qui ont réussi ont su transformer leurs institutions. Et à chaque changement de paradigme, on voit que les sociétés bien établies ont des rentes, ont des bureaucraties et ont du mal à transformer leurs institutions. L'Angleterre est devenue rentière. Deuxième partie du XIXe siècle, l'Angleterre devient rentière et ne s'adapte pas du tout à la production de masse. Ce sont les États-Unis qui vont triompher pendant la seconde révolution industrielle. Aujourd'hui, nous avons ce même phénomène d'obsolescence, ce même phénomène d'arrogance de l'Occident qui oublie totalement les leçons de son passé. Et je cite notamment le recteur de l'université de Singapour, de Lee Kuan Yew, qui explique que les Asiatiques ne suivront pas les voies erronées de l'Occident, qui a oublié les leçons de son passé, c'est-à-dire l'importance de la politique, l'État fort, ne pas écouter les leçons, les mauvaises leçons de l'époque Reagan-Thatcher, et qu'il fallait allier un gouvernement fort avec une stratégie industrielle et des entrepreneurs. Et donc très concrètement, l'État stratège aujourd'hui, en 2014, face à cette révolution. L'État stratège a toujours soutenu les entrepreneurs et combattu les rentiers. Le déclin de l'Angleterre au deuxième partie du XIXe siècle, c'est le retour du pouvoir des rentiers, notamment des rentiers de la terre, sur les entrepreneurs. Les anciens entrepreneurs devenus riches investissent dans la terre. C'est ce que vous voyez aujourd'hui avec, par exemple, je pourrais vous citer, mais je ne les citerai pas, des noms d'entrepreneurs qui ont hérité d'une entreprise familiale prestigieuse et qui la vendent à des fonds étrangers pour s'acheter un club de rugby. Voilà. Bon, ça c'est typiquement des comportements d'entrepreneurs, rentiers, héritiers qui n'entreprennent. C'est l'entrepreneur créateur qu'il faut... Voilà, c'est l'entrepreneur au sens schumpeterien du terme, c'est-à-dire qui a une vision de ce qu'il peut faire et qui ne pense pas à l'argent. L'entrepreneur, toutes les histoires d'entrepreneurs, prenez les entrepreneurs de la houille blanche dans le Dauphiné, ils se disent qu'est-ce qu'on peut bien inventer avec ça. Et ils se ruinaient au départ. La majeure partie des entrepreneurs se ruinent et sont remplacés par des managers pour leur plus grand mal. Bon. Et donc, dernier point, c'est tenir la finance à bride serrée. Songez que la première loi écrite de l'humanité, c'est le Code d'Hammurabi, 1750 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit le Code d'Hammurabi? Il avait compris la loi des intérêts composés et qu'on ne pourrait jamais rembourser les dettes. Donc qu'est-ce que l'on faisait? Eh bien, on annulait les dettes. Sinon, les gens finissaient en esclavage. C'était la déflation. Donc on annulait les dettes périodiquement et on remettait de l'argent dans l'économie et l'économie redémarrait. Entre nous, Claude Rocher, tout le monde le sait, ça, aujourd'hui, que de toute façon les dettes ne sont pas soutenables et que de toute façon, à un moment, il faut accepter de prendre... Alors il y a la connaissance, il y a les croyances. Le problème aujourd'hui, c'est que cette connaissance est disponible, mais elle se heurte au mur des croyances. Et c'est ce mur-là qu'il faut briser, et notamment en se référant à l'histoire. Mais pourquoi ne veut-on plus enseigner l'histoire? Pourquoi néglige-t-on autant les leçons de l'histoire aujourd'hui? Eh bien, il y a une raison.
L'État stratège, une entrée donc à retrouver dans l'encyclopédie de la stratégie, signée de Claude Rocher. Vous êtes professeur à Aix-Marseille, à l'Institut du management public territorial, c'est ça, l'IMPGT. De gouvernance territoriale. De gouvernance territoriale, Voilà. excusez-moi. Donc merci de votre venue et donc à Merci. lire absolument pour ce regard historique sur l'État stratège. Merci Jean-Philippe.